Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Président des députés Renaissance, c'est votre grand rendez-vous. Ce dimanche, nous sommes à 2 jours du 7 mars, symbolisé par le slogan Une France à l'arrêt. Désormais, un autre slogan qui fait beaucoup réagir, mettre à genoux l'économie française. C'est la volonté de la CGT dont le leader, Philippe Martinez, n'a pas de mots assez durs à votre encontre de manière large ce matin dans le journal du dimanche. Alors comment va réagir l'exécutif et la majorité que vous représentez si la grève reconductible s'installe? Sur le fond du texte des retraites, le ministre du Travail martèle ce matin dans Le Parisien que la réforme ne fera pas de perdants et qu'elle est de gauche. Est-ce une provocation au moment où elle est examinée par un Sénat majoritairement à droite? Nous allons en parler de tous ces sujets. Et pour ça, je suis entourée de mes camarades. Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. À 2 jours donc du 7 mars, Aurore Berger, la pression monte et les mots se font plus durs. Dans le journal du dimanche ce matin, Philippe Martinez emploie les mots d'amateurisme, de dissimulation, d'arnaque. Vous n'êtes plus du tout crédible aux yeux des syndicats. Que leur répondez-vous? Déjà, il n'y a pas d'arnaque quand, par exemple, sur la retraite minimale, on a 1,8 million de retraités actuels qui vont voir leur retraite minimale augmenter. C'est 1 milliard d'euros d'investissement de l'État, de choix que nous faisons politiques, de voir cette retraite minimale augmenter. Et ça va même au-delà, puisque vous le savez, les futurs retraités vont en bénéficier. Et là, c'est 700 millions d'euros chaque année qu'on va investir pour augmenter encore une fois la retraite minimale de ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie. Vous commencez par un point sensible qui a été qualifié de mensonge. Je l'assume parce que 1 milliard d'euros pour les retraités actuels, 700 millions d'euros supplémentaires pour les 200 000 retraités nouveaux que nous aurons et qui bénéficient de la retraite minimale, c'est tout sauf une arnaque. Parce que quand vous avez un gain moyen de 600 euros par an par personne et que vous êtes à la retraite minimale, ça fait la différence. Ça fait la différence notamment face à l'inflation. Ça fait la différence sur votre pouvoir d'achat. Et ça, c'est la réforme qui le permet parce qu'à la fin, cette réforme, on l'a fait pour une seule raison. On l'a fait parce qu'elle est indispensable. Parce qu'elle est nécessaire. C'est ça qu'il faut qu'on assume de dire. Vous diriez que les syndicats sont irresponsables, Philippe Martinez, quand il tient ses propos ce matin dans le journal du dimanche, est-ce qu'il est provocateur? Comment vous réagissez à ces attaques? Je dis juste qu'il y aura un après-réforme des retraites. Et c'est là-dessus qu'on devrait tous travailler. Parce qu'on peut essayer d'être dans une démagogie les uns et les autres, se taper mutuellement sur les autres et se rendre tous beaucoup plus impopulaires. Parce qu'à la fin, on a des politiques qui tapent sur les syndicats, des syndicats qui tapent sur les politiques. Et à la fin, ça fait quoi? Pour l'instant, c'est votre réforme qui est impopulaire. Ça fait des Français qui n'y croient plus. Ça fait des Français qui ne croient plus à la vie politique. Ça fait des Français qui ne croient plus à la responsabilité. Moi, ce que je dis, c'est que cette réforme, encore une fois, parce qu'elle est nécessaire, elle sera adoptée. On saura trouver une majorité démocratiquement élue au Sénat et à l'Assemblée pour l'adopter. Par contre, on a des chantiers qu'on doit travailler avec les syndicats. Mais attendez, on va trop loin dans l'escalade Mathieu verbale. Bocoté. Alors on ne pourra plus travailler ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un écart, néanmoins, que vous reconnaissez entre une majorité possible à l'Assemblée et au Sénat et de l'autre côté, environ de 2/3 aux 3/4 des Français qui s'opposent à la réforme? Pour vous, il n'y a pas une tension de légitimité ici? Et la légitimité, elle est une légitimité démocratique, elle est une légitimité des urnes. Mais vous Ou alors il y constatez a que le plus de démocratie possible. 65% d'opposition, vous le prenez au sérieux ou pour vous, ce n'est qu'un sondage? Non, c'est pas qu'un sondage, parce que évidemment qu'à partir du moment où vous demandez des efforts à des millions de Français, c'est légitime que ces millions de Français vous disent « nous ne souhaitons pas que cette réforme soit mise en place ». Notre responsabilité, c'est de dire quoi? C'est de dire face à ce qu'on entend de l'expression des Français, on doit expliquer pourquoi cette réforme, encore une fois, est absolument vitale pour les Français, on va y revenir. Pour ceux qui en ont besoin. Et c'est ça qu'on doit faire. Mais dans le même temps, vous voyez bien que dans ces mêmes sondages, 3/4 des Français vous disent « on sait que cette réforme se fera ». Alors, est-ce que c'est une résignation ou est-ce que c'est la compréhension de la nécessité? Restons sur Philippe Martinez. Vous dites l'après, mais Philippe Martinez, il vous dit non. Même si la loi est votée, ça ne changera pas grand-chose, car même une loi adoptée n'est pas forcément mise en œuvre. Vous passez à l'après, mais lui, il ne compte pas passer à l'après. On va pas... Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que vous imaginez le ridicule pour nous si demain nous avions une majorité à l'Assemblée et au Sénat pour dire finalement, écoutez, on va quand même pas l'appliquer. Ça suffit. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un mandat clair qu'on a assumé, campagne présidentielle, campagne législative. On a un débat qui a été malheureusement largement escamoté par ceux qui étaient supposés soutenir Philippe Martinez, pas ceux qui étaient supposés normalement porter son message. À la fin, porter son message, ça a été en permanence de l'outrance à l'Assemblée, du vacarme et l'incapacité de débat contre même l'avis des syndicats
qui souhaitaient qu'on puisse voter. Donc à la fin, ce que je dis, c'est qu'il y aura malgré tout un vote. Mais il y a Quelles eu que pour soient vous les un mandat configurations. clair pour la réforme des retraites à la présidentielle et aux législatives. Il y a une légitimité pour la conduire. Vous avez en tout utilisé cas. le terme mandat clair pour cette Mais réforme. le président de la République ne s'est pas caché. Il aurait très bien pu, notamment dans le second tour de la présidentielle, notamment dans le débat de second tour, dire face aux inquiétudes qu'on entend, face peut-être aux doutes qu'on entend, Oui. face peut-être à une volonté des Français de ne pas la faire, bah écoutez, vous savez quoi ? Je ne vais pas y aller. Et d'autant plus dans un deuxième mandat présidentiel. Parce qu'après tout, c'est son deuxième mandat, il ne pourra pas se Oui, mais représenter. que Il aurait vaut- pu dire Très finalement, bien, on je entend. n'assume pas, je ne le fais pas. Légitimité, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Les routiers entrent dans la danse, en grève, dès ce soir. Il va y avoir les transports, l'énergie, les raffineries. Si tout est bloqué, Aurore Berger, quelle sera votre réaction? On a entendu il y a quelques jours, et cela a été largement moqué et même ringardisé, Olivier Véran décrire l'apocalypse. Il y aura le réchauffement climatique, on ne pourra même pas avancer sur la recherche sur certains cancers, ce qui est grave s'il y a blocage. Mais Non, mais- qui entend ce genre d'argument encore? Moi, encore une fois, c'est pour ça que le premier mot que j'ai eu, c'est de dire qu'on n'est pas là pour se renvoyer dos à dos, parce que, à part faire monter une forme de populisme, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, il y a un après. Parce que quoi qu'en dise Philippe Martinez, oui, il y aura un après-réforme des retraites. Parce qu'une fois cette réforme adoptée, en vérité, cette réforme, elle réinterroge quoi? Elle réinterroge notre rapport au travail. On n'a pas le même regard ça, il sur la fallait réforme des penser retraites avant. en fonction du métier qu'on a. On va parler à nouveau d'égalité Mais salariale êtes-vous entre les d'accord femmes et avec les Olivier hommes. On va Véran parler lorsqu'il dit emploi que des si la seniors. réforme n'est pas adaptée, ça va amplifier le réchauffement climatique? Non, mais la réforme, elle sera adoptée. Non, mais c'est le moment. La réforme- Olivier Véran Il y a dit si elle blocage. n'est pas S'il y a adoptée, Moi, je me place il y a le pas- réchauffement climatique. Je Vous êtes d'accord ne me avec lui? place pas dans l'optique où la réforme n'est pas adoptée. Je suis députée. Je suis entourée aujourd'hui de députés qui ont tenu pendant 73 heures de débat à l'Assemblée nationale, qui sont Alors prêts je à reformule ma continuer question pour mieux pour comprendre. que la Donc, réforme puisqu'elle puisse sera entrer adoptée, en ça permet vigueur. de lutter contre le réchauffement climatique. Ça permet surtout d'augmenter la quantité de travail dans notre pays. Et cette quantité de travail dans notre pays, elle permet quoi? Elle permet, encore une fois, de financer notre modèle social. C'est ce sur quoi j'ai commencé, Alors, notamment sur c'est- la Alors, attendez, on va ouais. s'arrêter là-dessus, Aurore Berger, parce que depuis le début, vous martelez, depuis le début de cette émission, que c'est une réforme indispensable et nécessaire. Parce Et qu'elle là, j'entends ce que vous dites, mais c'est un autre argument qu'emploie ce matin dans Le Parisien le ministre du Travail qui porte, lui, cette réforme. Olivier Dussopt affirme qu'il n'y aura pas de perdants. Donc, il ressort l'argument de la justice. Mais qui croit encore en cet argument de la justice quand vous martelez autre chose? Et vous avez bien dit, c'est le seul argument à mettre en avant, c'est celui de Je la crois nécessité. que le préalable pour mener une réforme des retraites, c'est d'abord de dire qu'encore une fois, c'est d'abord une réforme d'effort. Il faut en avoir conscience parce que c'est la réalité. Et donc, si nous demandons ces efforts, c'est parce qu'elle est indispensable à conduire. Vous voyez bien, Et c'est pas ensuite- le même argument. J'ai toujours entendu mais vous Olivier Dussopt dire que la réforme était nécessaire. Mais On là, a ce passé matin, de il nous nombreuses dit, heures à elle ne l'Assemblée, fait il le pas dit. de perdants, c'est autre chose. On est sur Mais l'argument de On ne justice. fait pas de perdants quand Ah bon on permet aux pensions, encore une fois, d'être Mais payées à qui la croit fin. encore que vous ne faites pas de perdants avec cette réforme Mais, de encore une fois, justice mais si on la fait pas, Vous faites prenons l'exemple travailler inverse. les personnes Sonia 2 Mabrouk. ans de plus. Qui croit que c'est un argument de justice? Sonia Mabrouk, prenons l'exemple inverse. Si nous ne faisons pas demain cette réforme, il se passe quoi concrètement? Il se passe quoi concrètement sur les niveaux de pension des retraités? Il se passe quoi concrètement sur ceux qui ont les plus petites pensions de retraite? Je vous Il se parle passe sur le quoi plan concrètement sur nos politique. cotisations Est-ce que vous sociales n'êtes et pas la en train baisse de... des Vous salaires? avez brouillé tout votre message. Ce matin, vous donnez l'argument de la nécessité et M. Dussopt tient l'argument de la justice. On n'est pas sur des éléments qui sont contradictoires. On porte ensemble cette réforme. Mais quel On est l'argument ensemble. Sur les prioritaire? chèques de 100 euros, les Français n'y comprennent plus rien. Est-ce que Posez-moi la question, je vais essayer d'y répondre clairement. Oui. Non, Et parce c'est ce que j'ai dit. Encore une fois, vous avez aujourd'hui 1,8 million de retraités qui bénéficient d'une retraite minimale. Et cette retraite minimale augmentera jusqu'à 100 euros. Évidemment, ça dépend du fait que vous ayez ou pas une carrière complète. C'est normal que quand vous avez une carrière complète, vous touchiez plus que celui qui n'en a pas eu. Par contre, c'est 1 milliard d'euros Aurore Berger. d'investissement Moi, que nous la faisons. question est Et c'est directe. grâce Est-ce à la que réforme on va que nous y parler arrivons. de l'autre, j'allais dire, argument utilisé par Olivier Dussopt qui parle d'une réforme de gauche, mais quand il dit qu'il n'y a pas de perdants, est-ce que vous n'êtes pas vous-même en train de nourrir ce qui va se passer le 7 mars? Est-ce que ce n'était pas une provocation au moment où majoritairement les Français pensent qu'elle est injuste? Mais notre responsabilité, à un moment, c'est pas de céder aux sentiments qui pourraient exister d'inquiétude ou d'anxiété. C'est d'expliquer encore une fois pourquoi cette réforme, nous y tenons. On n'y tient pas juste pour un argument qui est un justement, argument politique ou d'autorité. Est-ce qu'en On y disant tient qu'il n'y a parce pas de qu'elle est perdants, est-ce nécessaire. que Olivier Dussopt n'est pas un peu provocateur et ne risque-t-il pas d'encourager tous les manifestants et tous les grévistes cette Je crois qu'il semaine? est surtout très attentif et très attaché au fait que cette réforme, encore une fois, elle se fasse
par nécessité et elles se fassent dans la plus grande justesse et justice possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses simples. Quand vous avez commencé tôt, vous partez plus tôt. Mais Quand vous avez un métier pénible, vous partez plus tôt. Quand vous êtes en situation de pouvez-vous handicap, dire à des vous gens de partez plus travailler tôt. 2 ans de plus et de leur dire c'est juste? C'est juste parce que ça permet de payer les pensions de retraite C'est autre de leurs chose. parents ou de leurs C'est grands-parents. autre chose, mais là c'est C'est juste l'argument parce que ça permet du d'augmenter les financement. plus petites pensions de retraite. C'est juste parce que ça permet à ceux qui ont des métiers pénibles de partir plus tôt. C'est juste parce qu'on ne change pas les règles pour les personnes qui sont en situation de handicap ou d'inaptitude. C'est ça qui est juste. Alors, C'est qu'encore une fois, en fonction de la réforme relation qu'on a eue à notre travail tout au long de la vie, on n'a pas les mêmes règles qui doivent prévaloir. C'est ça la justice. On va marquer une pause parce qu'on a parlé du premier argument qui a été développé par le ministre du Travail. Il y a autre chose qui fait beaucoup réagir, une réforme de gauche au moment où elle est examinée par un Sénat majoritairement de droite. Vous nous direz comment vous allez réagir à cet argument. Une pause et on se retrouve. Mabrouk. Et avec ce dimanche, notre invitée, la présidente des députés Renaissance, Aurore Berger, et cette interview ce matin dans le Parisien du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui affirme que la réforme des retraites ne fera pas de perdants et qu'elle est de gauche. Alors au moment où elle est examinée par un réforme majoritairement de droite, faut-il y voir encore une provocation? Parce que le Sénat est à droite que la réforme ne pourrait pas être de gauche. Ou inversement d'ailleurs. Eh ben, à bon Je pense que entendeur, les deux mais arguments Direz-vous à sont Bruno pas- Retailleau, sont je pas vous tout à invite à fait- voter cette réforme fondamentalement de gauche. Je vous invite à voter cette réforme fondamentalement nécessaire que vous avez vous-même appelée de C'est pas vos la même vœux de chose. manière extrêmement régulière. Et j'invite encore une fois les députés LR à la cohérence parce qu'on voit bien, moi je veux bien qu'on soit dépassé sur notre gauche par la droite, ce qui est un peu ce qui a essayé d'exister à l'Assemblée nationale, avouez que c'est un peu cocasse. Je pense qu'il faut un minimum de cohérence. Nous, la cohérence, nous l'avons. Aurore Nous Berger, tenons le même Ce discours ce sur matin, la réforme des retraites. le ministre et du de la Travail campagne dit que c'est une présidentielle. réforme de gauche. Est-ce que vous dites clairement à Bruno Retailleau, votez-la, cette réforme, elle est de gauche? Non, Allez-y. Je lui dis encore une fois, vous m'interrogez moi. Donc je vous dis, votez On cette est- réforme vous qui est avez- nécessaire. Vous êtes solidaire d'Olivier Dussopt. Bah oui, ça m'arrive d'être solidaire de Yolanda, même tous les jours. Vous Et encore une partagez fois, sa vision. à toutes les heures du débat Mais sur les retraites. Comment peut-on Ce que parler je d'une dis réforme juste. de gauche alors que toute la gauche est depuis le début contre cette Mais réforme? attendez, que chacun essaye de faire de la politique, je veux bien, mais enfin la gauche à l'Assemblée nationale, les mêmes qui siègent aujourd'hui ont voté la réforme Touraine. Ils l'oublient. Mais ils ont voté la réforme Touraine. Sur la question de la durée de cotisation, on accélère juste un dispositif que la gauche a voté, que la gauche a choisi, que la gauche a voulu mettre en œuvre. Et aujourd'hui, c'est eux qui se renient. Et encore une fois, s'ils se renient sur la question de la réforme des retraites, qu'ils nous expliquent comment demain Bien. ils pourraient financer nos pensions de retraite. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la gauche à l'Assemblée nationale, elle est complètement soumise à Jean-Luc Mélenchon. Il est même plus député, il est même plus président de parti, mais en vérité, il reste les deux, et c'est lui qui donne les ordres. Et à la fin, les communistes, les socialistes, les écologistes, ils sont soumis. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils viennent nous voir en coulisses, nous dire qu'ils sont mal à l'aise avec les pratiques, mal à l'aise avec les Ah bon, outrances. il y a un double discours. Bien Ils sont sûr. Soumis avec Mais les enfin, insoumis, ils vous le soumis disent. avec les Je suis insoumis. Il y a un double persuadée discours. qu'ils vous le disent aussi. Je suis persuadée qu'en coulisses, ils vous le disent aussi, qu'ils sont pas tout à fait à l'aise avec ce qui se passe, qu'il faut pas tous les mêmes dans le même sac. Mais à la fin, ils ont signé un accord électoral. Ils ont signé un accord électoral avec la NUPES pour sauver leur siège. C'est exactement ça qui Bien. s'est passé. Donc, ils ont accepté un programme électoral dont ils savent pertinemment qu'il ne peut pas être mis en œuvre, qui n'est pas souhaité par les Français. Sinon, ils nous auraient placés en cohabitation. Et encore une fois, ils oublient d'où ils viennent. Mais est-ce Et que d'où ils vous viennent, savez c'est d'où une vous gauche qui venez? était une gauche de responsabilité. Aurore, je vous pose la question parce que Olivier Dussopt, en accordant cette interview, il semble se souvenir d'où il vient. Il vient de la gauche. Est-ce qu'il n'est pas en train de donner des gages à la gauche en disant mais attendez, moi c'est une réforme de gauche, ou de donner des gages à lui-même et par rapport à son passé? Mais on a tous un passé. Moi, j'assume le mien et Olivier Dussopt assume le sien. Et si on s'est retrouvés justement ensemble avec Emmanuel Macron, c'est qu'encore une fois, on avait la capacité à travailler ensemble et à conduire cette réforme. J'ai pas l'impression qu'on est un ministre qui Mais se c'est soit le moment caché de dire que c'est pour une porter réforme cette de gauche réforme. au moment Mais où le il a le droit Sénat vous d'employer appelait la ces droite mots. à la voter. Il a le droit d'employer ces mots. Il a Et le sur droit, ce mais est-ce que sujet, c'est habile il a le droit, politiquement? encore une fois, de valoriser aussi ce qui lui semble être le plus juste dans cette réforme. Moi, ce que je dis, C'est une encore cacophonie fois, entre vous, Aurore Non, Berger. vous Mais savez si ce bien qu'il y a matin pas vous de- nous dites elle est nécessaire. vous cherchez et à ce qu'il y en ait une, indispensable. ça veut pas dire Mais je qu'il y vais en a une. reprendre vos propres Vous mots. cherchez, Sonia Mabrouk, à ce qu'il y en ait une. Vous croyez Moi, pas je que- dis vous croyez que les qu'encore une Français ont tout fois, compris. main dans la main avec Olivier Dussopt, avec Gabriel Attal, avec la Première ministre et le Président de la République qui l'a impulsé, nous tenons sur cette réforme. Il n'y a pas une voix des députés Renaissance qui manque à l'appel pour porter cette réforme, parce qu'on est très clair sur le sujet de la nécessité de cette réforme et très clair aussi sur les exigences Vous que avez nous avons évolué eues dans vos pour arguments. faire en sorte que la réforme soit la plus Madame Berger, juste possible. on reçoit ici même et tous les matins les ministres, on a bien vu cette évolution. Vous tenez sur la nécessité
nécessité, mais Olivier Dussopt parle d'autre chose aujourd'hui. Il parle aussi de la question des déficits. Il dit aussi que dès 2023, dès cette année, on a un système, et vous le savez bien, qui est déficitaire. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans un moment politique où, en vérité, la vérité n'existe plus. Mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est même plus d'accord sur les constats. On n'est même plus d'accord sur les constats. On a des gens qui remettent même en cause les constats démographiques. Enfin, il y a une réalité, une vérité démographique dans notre pays qui fait que le nombre de cotisants est en train de baisser par rapport au nombre de retraités. Mais même là-dessus, on nous le conteste. On vous entend. Il y a un accord quand même qui devrait exister sur le fait que le système est déficitaire dès cette année. Ça se constate, malheureusement, mais ça se constate. Et bien là non plus, il n'y a plus d'accord sur la vérité des chiffres. Mais par exemple, quelque chose de très concret, Aurore Bergé, vous dites c'est une réforme de justice. Mais dans ce cas-là, pourquoi garder, par exemple, et je pense que légitimement les téléspectateurs peuvent se poser la question, pourquoi garder les 25 meilleures années pour le privé et les 6 derniers mois pour le public? Si c'est la justice, eh ben la justice pour tous, comme on dit. Mais vous le savez que la justice pour tous, c'est par exemple la suppression des régimes spéciaux. Et c'est ce qu'on fait. Parce qu'on dit qu'encore une fois, un chauffeur de bus, le métier, il a la même risque de pénibilité, quel que soit notre statut, et que ça n'a plus de justice, ça n'a plus d'explication aujourd'hui de se dire qu'on n'est pas considéré de la même manière par rapport à notre retraite en fonction du statut qu'on aura eu. Mais vous savez aussi que la progression des salaires, elle n'est pas la même dans la fonction publique par rapport au privé. Donc si on veut vraiment aller au bout sur ce sujet-là, il faut aussi tout revoir. Et il ne faut pas juste aller dans la démagogie en disant haro sur les fonctionnaires, parce que ça ne marche pas. On peut se faire plaisir sur un plateau de télé en disant ça. C'est pas haro, c'est... Non, mais moi je vous réponds. On peut se faire plaisir, mais à la fin, c'est pas comme ça que ça doit pouvoir fonctionner dans notre pays, parce qu'il faudrait tout réinterroger. C'est une réforme juste, c'est une réforme de gauche, c'est une réforme soutenue par la droite. Et pourtant, vous avez 65% des Français qui s'y opposent. Pourquoi? Mais pas pour la raison que je vous ai énoncée au début. C'est que c'est une réforme d'effort. C'est que c'est une réforme d'effort. Et les Français ne veulent pas faire d'effort. On d'efforts. demande aux Français de travailler plus. Et je peux comprendre évidemment que les Français ne souhaitent pas initialement travailler plus. Ils ne l'accepteront que si, encore une fois, ils voient le bénéfice qu'on peut en avoir. Et le bénéfice qu'on en a, c'est que leurs parents, que leurs grands-parents vont toucher leur pension de retraite. Les Français ne comprennent pas leur propre intérêt. Elles vont même pouvoir augmenter. Mais enfin... Tout le monde ici, mais même sur ce plateau, en fonction du métier qu'on a, en fonction de la pénibilité de ce métier, en fonction de la vie que nous avons eue, nous n'avons pas le même rapport au travail. Et donc, c'est normal que nous n'ayons pas le même rapport par rapport à nos retraites. On n'a pas commencé au même moment, on n'a pas la même pénibilité des métiers. Donc, c'est ça que la réforme doit réinterroger. Vous savez, quand on a, en 2019, commencé sur la réforme universelle, que tout le monde, soi-disant, aujourd'hui, appelle de ses voeux, quand on a lancé le sujet à l'Assemblée, vous voyez bien à quel point ça a été aussi difficile. Et on s'est dit, si on fait une réforme paramétrique, il y a juste à appuyer sur un bouton. Non, il n'y a pas juste à appuyer sur un bouton parce qu'il y a autant de retraites, de retraités qu'il y a eu de rapports au travail tout au long de notre vie. Et c'est ça qu'on doit lancer dès maintenant. Je voulais revenir 2 secondes sur les risques de blocage de cette semaine. Si la France est paralysée, si les raffineries sont en grève, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que va faire le gouvernement? Est-ce qu'il faut réquisitionner, comme ça s'est produit à l'automne avec les raffineries? Quelles mesures va-t-il falloir faire pour que la France puisse continuer de fonctionner? Mais on l'a fait. C'est-à-dire quand il y a eu un risque très clair sur le fait que les Français ne puissent plus se déplacer parce qu'ils n'étaient plus en capacité de faire un plein d'essence, nous avons réquisitionné. Et donc s'il y a besoin d'en arriver là parce qu'on aurait des blocages tels, évidemment qu'on le fera. On ne peut pas accepter d'avoir un pays à l'arrêt parce qu'un pays à l'arrêt, c'est un risque sur l'emploi. Encore une fois, ce n'est pas juste un symbole politique. C'est le risque que ça fait courir aux Français directement. Pensez aux Français qui, mardi, souhaitent travailler et qui ne pourront pas travailler. Mais vous faites le pari que l'opinion va se retourner, Aurore Bergé? Je ne sais pas si l'opinion se retournera. Je pense par contre qu'on peut être opposé à la réforme et opposé au blocage. Parce que ce sont 2 choses différentes, parce que ce sont des moyens d'expression différents. Et on peut être solidaire d'une mobilisation, on peut comprendre que les Français passent à une réforme qui est une réforme d'effort et des doutes et des inquiétudes, les partagent, puissent être même en connivence par rapport, encore une fois, à comme le Rassemblement national, mais qu'on dise, c'est-à-dire opposé au blocage et opposé à la réforme. Écoutez, je sais pas. Moi, j'ai pas beaucoup entendu le Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Il dit que le Rassemblement national était plus républicain dans son opposition que la gauche. C'est pas ce qui s'est passé. Il n'a pas dit ça. Si vous voulez reprendre les propos d'Olivier Dussopt, reprenez-les en entier. Il n'a pas dit ça. Il a dit que nous avons eu malheureusement des outrances et des insultes systématiques de la France insoumise. Ce qu'il a dit, c'est stigmatiser le comportement de la France insoumise et stigmatiser le comportement de la gauche, parce qu'à part André Chassaigne, président du groupe communiste, qui a clairement condamné les propos de la France insoumise, j'ai pas entendu Boris Vallaud et j'ai pas entendu les écologistes. Est-ce que le RN a une attitude
attitude plus républicaine. Et le RN, ils sont surtout planqués. Vous les avez Non, mais entendus pendant c'est pas cette ma question. question. Moi, c'est ma réponse. Moi, c'est ma réponse. Parce qu'à un moment, ce qui compte, ce qui compte, c'est ce que les Français entendent. Oui, mais les Français, Aurore ils ont Berger, entendu le leur RN. attitude. Allez faire un micro-trottoir. Allez demander aux Français le quel est faisons. le projet du RN sur la réforme des vous souhaitez retraites. une opposition. Personne ne sait vous dire quel est le projet du RN sur les retraites. J'entends. Et mais- à la fin, le Front National, il s'était fondé à l'époque sur quoi? Sur une Aurore retraite Berger. qu'il fallait prendre à 67 ans. Aurore Berger, Donc, est-ce à un que- moment, est-ce que moi, l'attitude- j'aimerais surtout que le RN, encore une fois, on a Marine Le Pen, qui pendant toute la campagne Vous n'avez pas envie présidentielle... de répondre à la question parce qu'elle vous gêne. Non, elle me gêne pas. Alors, allez-y. Donc, parce Est-ce que le RN, pour moi, l'attitude ne sans sera jamais insulte républicain, Mais- parce que le projet même du Rassemblement Donc, vous national... n'êtes pas d'accord avec Olivier Dussopt. Mais il parle pas du projet. Mais il le a dit projet l'attitude. même. Mais c'est ma question. Sonia Mabrouk, le projet même du RN est anti-républicain. Je vous l'assume parle de l'attitude. et je resterai très claire sur le sujet. Ce que je dis surtout, c'est que nous avons mené un combat à l'Assemblée nationale. Et que mais c'est très Est-ce que important que les l'attitude Français du l'entendent. RN dans Mais le ils se Parlement... taisent. Donc être républicain, c'est juste se taire. Être républicain, c'est juste se taire. Être respectable, c'est juste porter une cravate. Il est possible de s'opposer à la réforme Oui. et de s'opposer au blocage. Oui. Je vous dis, pour ce que j'en sais, à moins que vous Je ayez parle des des informations Français. qui me Je manquent. parle des Français. Ah d'accord, donc dans les forces politiques, ça ne compte pas cette position. Mais enfin, moi j'aimerais surtout que les forces politiques, parce qu'elles font soi-disant de la politique, donnent leurs convictions et disent clairement quel est leur projet. Parce que si on est contre un projet, il faut donc avoir un contre-projet. Bon. Il faut dire Ils en concrètement, ont. nous au pouvoir, qu'est-ce Ils qu'on en ont, ils ferait? l'ont défendu à la présidentielle. Non, attendez. Ça, vous n'êtes pas d'accord sur ce projet, mais moi je parle de Mais moi l'attitude. j'aimerais surtout le connaître. Est-ce Moi que je se suis taire- désolée, je n'ai pas entendu Aurore le Berger. son de la Bien. voix des députés Bien, vous ferez d'extrême un droite débat avec pendant le toute RN, la mais réforme. La question, est-ce Ah que... mais invitez-les. est-ce que- Moi j'ai aucun problème à Le débattre fait- face au Rassemblement national parce que Permettez dans que l'hémicycle, je finisse juste ma mais question. Sonia Mabrouk, dans l'hémicycle, on n'a pas pu débattre face à eux parce qu'ils se sont planqués pendant toute la campagne présidentielle. Marine Le Pen, elle Oh, s'est bah, planquée derrière Éric Très bien. Zemmour. On a entendu. Aujourd'hui, ils se planquent derrière Écoutez-moi, la France est-ce que- c'est ça qui se passe? En ne relayant pas d'insultes et en se planquant comme vous le dites et donc en ayant, j'allais dire, une attitude plus en retrait, est-ce que c'est une attitude plus républicaine qu'ils ont portée face à la France insoumise? La question n'est pas, c'est pas un piège. Non mais moi je ne dirais pas parce que vous voulez me faire dire depuis Mais le début que C'est le ministre non. du Travail qui l'a dit, c'est pas moi. Vous voulez me faire dire, mais il n'a pas dit le Rassemblement national est républicain. Il n'a pas dit Il a dit ça. l'attitude Il du n'a pas Rassemblement dit national ça. était plus Il ne le républicaine pense que pas. celle Le de la combat France d'Olivier insoumise. Dussopt depuis le début est un combat qui est très clair face à l'extrême droite. Ce que je dis juste, oui, c'est que, encore une fois, la France insoumise favorise, par ses comportements, par ses outrances, par ses insultes, l'extrême droite. La France insoumise est devenue un paravent derrière lequel l'extrême droite peut se cacher, peut se planquer, parce qu'elle n'a qu'une chose à faire, se taire pour apparaître plus respectable. Et les questions que vous me posez ce matin confirment malheureusement ça, confirment malheureusement Une que pause. la France insoumise favorise la montée de l'extrême droite en France. On va faire une pause, on parlera du Sénat, puisque c'est là où ça se passe désormais. Vous nous direz, je veux dire, si c'est un miroir inversé par rapport à l'Assemblée nationale et comment avancent les débats. Pas si vite que cela. À tout de suite. La suite du grand rendez-vous, essentiellement autour de la réforme des retraites, qui est donc au Sénat, une réforme de gauche, comme l'a dit ce matin dans Le Parisien Olivier Dussopt, qui arrive dans un Sénat majoritairement de droite. Alors hier, ils ont voté l'article 1 sur la suppression des régimes spéciaux. Aurore Berger, bon, si ça continue à ce rythme, y a-t-il un risque qu'il n'y ait pas de vote? Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est engagé sur ce point en tous les cas. Il y a un engagement très clair qui a été pris par le président du Sénat et par un certain nombre de groupes au Sénat. Ils ont la chance de ne pas avoir la France insoumise. Ça devrait peut-être faciliter un Une petit peu chance. leurs échanges. Ah oui, oui, c'est une chance d'avoir Bah, moins de députés d'extrême gauche et d'extrême droite. Pluralité, au Sénat. c'est la diversité Bah, politique. Non, mais la diversité politique, elle peut s'exprimer, mais j'ai le droit, par rapport aux combats politiques qui sont les miens, de considérer que c'est pas forcément une chance d'avoir 88 députés d'extrême droite d'un côté et 80 députés d'extrême gauche de l'autre. Je persiste et je signe sur ce point-là. Et ça change aussi, évidemment, le climat, l'ambiance et la manière avec laquelle les débats sont conduits. Donc, le président du Sénat s'y est engagé, un certain nombre de groupes politiques s'y sont engagés. Les forces syndicales ne cessent de demander qu'un vote puisse exister, parce qu'après, nous sommes comptables devant les Français des votes qui sont les nôtres. Nous, on vote en transparence, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Il n'y a rien de caché. Quand parfois je vois des listes qui sont publiées sur nos votes, les votes, ils sont publics. Et je pense que sur une réforme qui est aussi importante, il faut que les Français sachent Faites confiance précisément à la qui a voté. volonté et à la maîtrise du président du Sénat, Gérard Larcher. Ils ont des outils institutionnels à leur disposition, ils ont un règlement intérieur qu'ils doivent pouvoir mettre en œuvre, qui doit permettre d'accélérer encore une fois les débats. Ils ont encore une semaine pleine de débats, donc je crois que oui, ce sera possible, notamment de voter sur l'article 7, donc qui est l'article qui contient le relèvement de l'âge de départ à la retraite. Et je crois qu'encore une fois, c'est très important que ça puisse exister. Vous nous disiez tout à l'heure que le but de la réforme, c'est de redresser les comptes des régimes de retraite. Et là, pour que la droite vote le texte au Sénat, une nouvelle concession va être faite. Ça va être un bonus pour les femmes qui ont eu des enfants. Ça va encore alourdir la facture. Bon, Bruno Retailleau parle de 300 millions.
Et au final, qu'est-ce qui va rester de cette réforme des retraites? Est-ce que ça va rapporter de l'argent à force de concessions pour que la droite vote? Vous voyez peut-être aussi le paradoxe dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que les mêmes qui disent qu'il faut rétablir les comptes sont ceux qui demandent aussi qu'on fasse des concessions qui coûtent de l'argent. Donc chacun est pris aussi dans ses propres paradoxes. Ce que je sais, c'est qu'on a une réforme qui, en combinant l'accélération de la durée de cotisation, donc les 43 années minimales, puisque c'est un plancher minimal de durée de cotisation, et le relèvement de l'âge de départ à 64 ans, c'est à peu près 18 milliards d'euros de gains et qui sont intégralement, et ça c'est très important de le dire, remis sur notre modèle social. Ils ne sont pas là pour financer autre chose. C'est-à-dire, Et puis, ils financent quoi, notre modèle ils social? financent la question des carrières longues, ils financent la pénibilité, ils financent le fonds de prévention, 1 milliard d'euros sur le fonds de prévention justement pour les métiers pénibles, ils financent la retraite minimale, je vous le disais, 1 milliard d'euros pour les retraités actuels, 700 millions d'euros supplémentaires pour les futurs retraités. Donc c'est tout cet ensemble-là, évidemment, qui doit pouvoir être Mais maintenant, on dit financé. que la réforme sera en déficit, que ça Non, va pas la combler. réforme n'est pas en déficit, on Ça est va à peu pas près... combler, ça va pas combler On le est trou. à peu près à 6,7 milliards d'euros de dépenses liées à la réforme, encore une fois, et 18 milliards d'euros d'économies réalisées par rapport à cette réforme. Donc vous voyez bien qu'on est en bénéfice, j'allais dire, mais un bénéfice qui est utilisé intégralement pour financer notre modèle social et non pas financer évidemment d'autres dépenses. Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants le fait que cette retraite reposait sur un diagnostic, cette réforme, dis-je, repose sur un diagnostic démographique. C'est-à-dire la démographie est insuffisante pour soutenir le régime. Depuis quelques jours, la droite a cherché à ramener dans le débat la question de la natalité. Donc pour augmenter la natalité française. Est-ce que c'est la part manquante finalement de cette réforme pour assurer la durabilité du régime, une politique nataliste véritable en France? Évidemment qu'il y a un lien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un lien. C'est-à-dire, en effet, les cotisants de demain sont évidemment les enfants qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y a évidemment un lien. Par contre, mettre ce lien dans le débat de la réforme des retraites, comme si on avait des mécanismes qui, par nature, par principe même, faisaient que les Français voulaient faire plus d'enfants, je ne crois pas, par rapport aux propositions qu'on a pu avoir, que c'est parce que vous payez plus ou moins de CSG que vous vous dites que vous allez ou pas avoir des enfants. Et c'est heureusement pas comme ça que vous faites vos choix de vie. C'est un choix d'abord de vie, c'est un choix de famille. Ça n'est pas un choix que vous faites uniquement parce que vous payez plus ou moins d'impôts. Après, qu'il faille faciliter la vie de celles et ceux qui ont déjà des enfants pour leur permettre, s'ils le souhaitent, qu'ils en aient d'autres, ça c'est autre chose. C'est ce qu'on fait sur la question des familles monoparentales qu'on accompagne de manière spécifique. C'est ce qu'on fait sur le quotient familial. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais faire croire qu'il y aurait une formule magique qui ferait que les Français, parce qu'il y aurait une baisse d'impôts, voudraient faire plus d'enfants, heureusement que nos vies personnelles ne sont pas conditionnées aux impôts que nous payons, aux cotisations sociales que nous payons pour savoir si nous souhaitons ou non des enfants. En démarrant cette partie, j'ai précisé que hier soir au Sénat, donc, ils ont voté l'article 1 sur la suppression des régimes spéciaux. Que répondez-vous, Aurore Bergé, à nos téléspectateurs et auditeurs qui disent et les régimes spéciaux des parlementaires, sénateurs, etc. Est-ce que c'est de la démagogie ou est-ce que c'est légitime de poser une telle question? Mais je crois qu'elle est totalement légitime. Et elle est tellement légitime que nous, on l'a fait dès 2017. C'est-à-dire que quand nous avons eu la majorité en 2017, nous avons immédiatement réformé le régime de retraite des parlementaires, en tout cas des députés. Et je crois que c'est très important de le dire parce qu'on entend des choses qui sont très différentes. Qu'est-ce qui se passait concrètement? En fait, on avait une double cotisation, on cotisait double, ce qui permettait d'avoir un gain supplémentaire au moment où on prenait notre retraite. On a supprimé cette double cotisation. Donc on est aujourd'hui pleinement apparenté au régime général. Moi, je souhaite... pour les députés. Mais après, chacun est responsable de son propre régime. Donc les députés l'ont fait pour les députés. Que le Sénat s'aligne sur je ce que crois vous avez que fait. J'ai commencé mon propos en disant que c'était une réforme d'effort. Et le paradoxe, c'est de donner le sentiment que nous demandons aux Français des efforts que nous ne réaliserions pas nous-mêmes. Donc les parlementaires l'ont fait. C'était légitime, c'était attendu. Les députés, pas les parlementaires. Les députés l'ont fait, et je crois qu'il faut que les sénateurs aussi le fassent, parce que sinon, ça génère une incompréhension qui est de dire vous nous demandez des efforts, mais vous-même, regardez-vous, est-ce que vous êtes prêts à les faire? Je crois qu'il faut que tout le monde les fasse. Cette réforme des retraites intervient dans un contexte qui est particulier, un contexte inflationniste. Vous avez abandonné, le gouvernement a abandonné le panier inflation. C'était un gadget? Non, mais on a aujourd'hui, et je pense que c'est important de le dire, à la fois le taux d'inflation le plus bas d'Europe. Si on a le taux d'inflation le plus bas d'Europe, c'est qu'on a pris des mesures très claires pour la limiter. Et la première des choses à faire pour protéger le pouvoir d'achat des Français, c'est quoi? C'est préserver leur emploi. C'est réindustrialiser notre pays. C'est faire en sorte qu'encore une fois, on ait un rapport au travail qui fasse qu'on ait envie et qu'on soit incité à reprendre une activité. C'est ce qu'on a fait avec la réforme de l'assurance chômage. Et puis, ce sont toutes les baisses d'impôts. Donc, je pense que ça, c'est quand même le préalable. les bonnes pistes. C'est le préalable. Le panier anti-inflation, ça fait pchit, vous y attendiez.
Je pense surtout que la responsabilité, elle est du côté de la grande distribution. Et nous, on a pris nos responsabilités. Ils l'avaient lancé bien avant que vous parliez de ce... Oui, mais on peut en parler de la responsabilité de la grande distribution. Quand vous faites 40% de taux de marge sur le jambon, par exemple, qui est probablement l'un des aliments les plus consommés dans notre pays, qui se retrouve dans tous les frigos des Français quasiment, avec lequel vous nourrissez vos enfants. Quand vous faites 40% de taux de marge, je ne pensais pas que la grande distribution, elle peut aller un petit peu plus loin. Quand vous faites 80% de taux de marge sur les pâtes, il n'y a pas un aliment presque plus essentiel, notamment pour les familles les plus modestes. Vous ne pensez pas que vous pouvez faire un effort? Ce que je dis par contre à la grande distribution et ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale, c'est que cet effort, il ne peut pas se faire sur le dos de nos agriculteurs. On a eu toute cette semaine le salon de l'agriculture qui a eu un record d'affluence parce qu'il y a un attachement, et tant mieux, des Français à la ruralité, au monde agricole. Mais ce n'est pas nos agriculteurs qui doivent payer le prix à la fin. Et on a protégé la rémunération des agriculteurs. Et de la même manière, ce n'est pas nos TPE et nos PME qui doivent en payer le coût. Donc encore une fois, chacun doit prendre sa part. L'État a pris sa part, à la grande distribution de prendre la sienne, sans pour autant, encore une fois, faire payer le coût et l'impact à ceux qui travaillent. Parce qu'à la fin, vous savez, cette politique en permanence des prix cassés, des prix les plus bas, ça conduit à quoi? Ça conduit à détruire de l'emploi en France. Ça a conduit à détruire de l'emploi industriel là où on en a recréé. En soulignant, Aurore Bergé, les marges, là, vous les présentez comme des profiteurs de crise, les distributeurs. Non, je dis juste une vérité. Je dis juste une vérité sur les taux de marge qui sont aujourd'hui réalisés. Mais est-ce que ça existe des profiteurs de crise? Vous savez, il y a toujours potentiellement des gens qui, parce qu'il y a un climat particulier, parce qu'il y a de l'angoisse, peuvent espérer profiter de cette crise et peuvent espérer faire des bénéfices qui seraient des bénéfices indus. Par contre, je pense qu'il ne faut pas espérer et essayer de mettre tout le monde dans le même sac. À un moment, ce qui n'est pas indu, c'est de réaliser des résultats, de réaliser des bénéfices. La question, c'est comment ensuite ces bénéfices sont redistribués. Comment on augmente les bénéfices sont salaires. exagérés en ce moment. Ça dépend de quelles entreprises vous parlez. Vous n'êtes pas en train d'en faire des boucs émissaires, là, la grande distribution? Vous savez, ils n'ont pas besoin de moi pour aller dans la démagogie. Ils y vont eux-mêmes à pieds joints systématiquement. Ils ne cessent de dire et de marteler slogan après slogan que c'est eux qui protègent le pouvoir d'achat des Français. Ceux qui protègent le pouvoir d'achat des Français, c'est ceux qui permettent aux Français de travailler dignement. C'est ceux qui permettent encore une fois de baisser l'impôt dans notre pays. C'est ce que nous avons fait. Ceux qui permettent de réindustrialiser notre pays, ce que nous avons fait. Vous avez le monopole de la protection des Français. Mais encore non, et heureusement d'ailleurs. Par contre, ce que je dis, c'est que quand vous réalisez des taux de marge sur des produits absolument essentiels pour les Français qui vont de 40 à 80%, ça veut dire que oui, vous pouvez prendre sur cette marge pour faire en sorte que les Français puissent vivre dignement et s'alimenter dignement. Le JDD Aurore Bergé, Carrefour lance son propre panier, 200 produits. Est-ce que vous dites très bien, dont acte, voilà? Mais tant mieux, encore une fois, ça veut dire qu'ils pouvaient le faire. Ça veut dire qu'ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire depuis des mois. Mais moi, la question, c'est pas la paternité ou la maternité de telle ou telle idée. La question, c'est que demain, on puisse. La question, c'est que demain, on ait des Français qui puissent aller dans leur supermarché, dans leur hypermarché, et ne pas avoir peur à la fin du ticket de caisse, de ne pas avoir peur de dire à leurs enfants, tu vois, ce produit-là, je vais pas pouvoir le mettre dans le caddie parce que ce mois-ci, je peux pas le payer. C'est ça l'angoisse des Français aujourd'hui. Donc notre responsabilité, c'est de protéger leur emploi, pour protéger leur pouvoir d'achat, c'est de continuer à baisser les impôts. La responsabilité de la grande distribution qui peut le faire, c'est encore une fois de rogner sur cette marge et c'est ensemble qu'on y arrivera. Nous allons marquer une pause pour la dernière partie de cette émission, de ce grand rendez-vous. Sonia Mabrouk. Notre invitée depuis 10 heures, à la fois sur Europe 1 et sur CNews, c'est la présidente des députés Renaissance, Aurore Bergé. Nous avons largement parlé de la réforme des retraites, de l'inflation, des prix des biens alimentaires. Il y a aussi les prix de l'électricité. Et à ce sujet, et plus largement sur notre souveraineté énergétique, Aurore Bergé, la commission d'enquête parlementaire sur notre souveraineté et indépendance est en train d'auditionner plusieurs responsables politiques, dont l'ancien ministre Nicolas Hulot, qui, interrogé sur un rapport qui lui a été remis, un rapport favorable au nucléaire, c'était en 2018 de mémoire, ne s'en souvient pas. Cette séquence, je ne sais pas si vous l'avez vue sur les réseaux sociaux, elle a suscité beaucoup d'indignation, laissant penser que notre nucléaire, notre souveraineté a été bradée au profit d'une allégeance, d'un accord avec les Verts. Est-ce que vous le regrettez? Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on aura à l'Assemblée nationale un projet de loi qui est essentiel justement sur l'avenir de la filière nucléaire en France. Et ce qui est important, c'est ce que nous faisons concrètement. Ce qui est important, c'est que les Français eux-mêmes ont changé d'avis sur la question du nucléaire. Ils ont peut-être changé d'avis justement au regard de la crise que nous avons traversée sur les enjeux de souveraineté. On n'a pas de souveraineté alimentaire, c'est la même chose évidemment sur la souveraineté énergétique. Et on ne peut pas prendre le risque de brader évidemment le nucléaire. Ça a été fait? Je ne crois pas, en tout cas pas par nous.
Pas par nous. Ah bah vous avez fermé Fessenheim. Vous le savez, d'ailleurs, la Première ministre a été auditionnée dans le cadre de cette commission d'enquête. Donc, elle a eu l'occasion de répondre très précisément et très techniquement sur ces sujets-là. Et ce qu'elle a dit, c'est que l'accord électoral que vous citez, l'accord électoral, il avait été fait entre le Parti socialiste et les écologistes, entre Martine Aubry et les écologistes. Quand vous dites pas nous, François Emmanuel Hollande, Macron, à l'époque, il était conseiller de François Hollande. Il a été pas ministre de conseiller François en charge des questions Il énergétiques. était ministre de François Hollande, ministre de l'économie. Et vous dites que c'est pas nous, mais c'est quand Est-ce même que vous. vous pensez vraiment que le ministre de l'économie est donc celui qui, dans notre pays, est absolument omnipotent et qui décide de l'ouverture ou de la fermeture des EPR? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les choses se On passent a comme le ça. souvenir d'Elisabeth Borne, ministre de la ça n'est pas Transition Emmanuel énergétique, Macron qui qui a s'était pris cette félicité de la décision. fermeture de Fessenheim. Ce qu'a dit la Première ministre de manière très claire dans son audition, et j'invite tout le monde, encore une fois, c'est public, à l'écouter, c'est qu'à partir du moment où cette décision avait été prise de manière antérieure, et vous le savez, dans cet accord électoral entre les socialistes et les écologistes, Vous auriez il y pu avait ne un pas être process lié à cet accord. technologique absolument irréversible, c'est les mots qu'elle a employés, irréversible, qui faisait qu'il n'était plus possible, pour des raisons techniques, de maintenir Fessenheim, qui était notre première centrale. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'au contraire, nous démontrons non seulement que nous croyons au nucléaire, pas juste dans les mots, mais dans les actes, puisque nous avons ce projet de loi sur le nucléaire qui va réarmer notre pays sur le sujet. Quel horizon? Vous voyez bien... 2025. Évidemment que les projets sur le nucléaire mettent... Voilà pourquoi le retard qu'on a pris... mais ce qui est important, c'est qu'on voit aujourd'hui des EPR qui redémarrent, qu'on voit aujourd'hui des centrales qui redémarrent, qu'on voit que nous avons réussi à passer l'hiver. Mais sur le fond des choses... On nous prédisait... Mais pas que, on nous prédisait le pire. La sobriété a aussi fonctionné, il y a eu une baisse de 10% de la consommation. Donc merci le comportement des Français, la météo. Mais sur le fond des choses, c'était regrettable, cet accord et avec une les écolos. amélioration quand même de la situation du nucléaire dans notre pays, vous le voyez au regard des investissements qui ont été réalisés, des investissements pour l'avenir qui sont réalisés. Je crois que ça, c'est très... Est-ce que vous déplorez le retard qui a été pris? Et on l'a vu par cette audition, en réalité, on est assez, je veux dire, on tombe de nuit de voir un ministre qui dit, mais alors que c'était un rapport classé défense, mais je ne sais pas si je l'ai. Et la directrice de cabinet à côté de lui dit, si, vous l'avez eu. Nicolas Hulot, je ne crois pas qu'il soit aujourd'hui ni ministre de l'écologie, ni ministre de l'énergie. C'est pas lui qui prend les décisions. Et je crois que les décisions qui ont été prises par le président de la République, par la première ministre, sont extrêmement claires sur le fait que non seulement nous croyons à la filière nucléaire, mais que nous faisons tout pour la réarmer. Et quand j'entends certains écologistes notamment qui considèrent que c'est une honte de revenir sur le mix énergétique, c'est-à-dire que nous assumons de dire que par rapport à ce qui avait été fait de manière très idéologique, et de dire il faut baisser au maximum à 50% le mix énergétique sur le nucléaire, eh bien non, nous voulons faire sauter ça. Pourquoi? Parce que c'est de l'idéologie pure et que c'est une idéologie qui conduit à notre perte sur les enjeux de souveraineté énergétique. Vous dites que c'était idéologique. Est-ce que de ce point de vue, les autorités, l'État, ont fait des concessions graves, insensées, contraires à l'intérêt national? Est-ce que c'est ce dont vous parlez quand on parle de l'accord avec les Verts? Écoutez, c'est justement, encore une fois, ce que la commission d'enquête doit déterminer. Commission d'enquête, vous répondez sous serment. Vous répondez sous serment. Si vous mentez en commission d'enquête, vous pouvez encourir jusqu'à 3 années de prison. Donc c'est très sérieux ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et je crois beaucoup au pouvoir justement des parlementaires de contrôle et qui pourront répondre de manière très précise dans leur rapport à la question que vous avez posée. Ce que je vois, c'est que nous, dans notre majorité, nous tenons de manière très claire sur les enjeux nucléaires et nous allons le démontrer par une loi que nous allons adopter. Et nous verrons qui vote pour et qui vote contre cette loi en conscience sur les enjeux de souveraineté énergétique de notre pays pour les années à venir. Révélateur, d'après ce que vous dites. Toute autre chose dans l'actualité, malheureusement, Aurore Berger, une femme tuée par son ex-conjoint. Ça s'est passé vendredi en Gironde. Elle avait déposé 2 plaintes contre lui, le 5 et puis le 23 février. Rien ne s'est passé. Il y a eu ce drame. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé une enquête administrative de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Alors, dont acte, malheureusement, rien ne fera revenir cette femme, malgré 2 plaintes. Comment vous réagissez à cela? Déjà, moi, c'est difficile de se prononcer sur une affaire, tout simplement parce qu'encore une fois, le ministre de l'Intérieur a immédiatement saisi, vous venez de le rappeler, l'inspection. Et je crois que c'est très important qu'on ne donne pas le sentiment de se cacher sur ce sujet et que toute la lumière soit faite s'il y a eu des dysfonctionnements. Et à chaque fois que vous avez un féminicide, c'est-à-dire une femme qui est tuée parce qu'elle est une femme, parce que c'est ça un féminicide, et c'est ça vraisemblablement ce qui s'est passé, c'est évidemment un drame qui est absolument insupportable en réalité. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, c'est faciliter les dépôts de plaintes partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une femme potentiellement victime de violence, vous arrivez à l'hôpital, et bien dès l'hôpital, on peut enregistrer votre plainte pour que justement vous puissiez être accompagné dès le démarrage et que tous les moyens soient mis en œuvre, à la fois pour vous soigner, vous soulager, vous accompagner, vous conseiller et vous protéger. Parce qu'en vérité, la responsabilité de l'État face à des femmes qui sont victimes de violences conjugales, face à des enfants qui sont victimes de violences intrafamiliales, c'est de tout déployer
pour les protéger. C'est ne pas de faire reposer la responsabilité sur ceux qui reçoivent les coups, mais de faire reposer la responsabilité sur l'État qui doit accompagner et prendre en charge. C'est ça ce que nous avons mis en place. C'est les bracelets anti-rapprochement, c'est le fait qu'on ait augmenté les moyens de la justice et de la police, c'est le fait qu'on ait réarmé avec des magistrats, qu'on ait réarmé avec des policiers. Il y a ce que vous faites et il y a, j'allais dire, la réalité du terrain. On va voir s'il y a eu des dysfonctionnements, mais j'allais parler, je vais dire à la femme que vous êtes. Est-ce que voilà, ça prend aux tripes une telle histoire quand deux plaintes, voilà. Bien sûr que ça prend le pire, voilà, tout simplement. Bien sûr, on verra je ne peux pas dire autre chose que ça. Et c'est pour ça que c'est très bien que le ministre ait immédiatement saisi encore une fois l'inspection pour qu'on comprenne. Est-ce qu'il y a une interrogation pourquoi que ces dysfonctionnements soient évidemment sanctionnés. Vous savez, l'inspection au sein de la police et au sein de la gendarmerie sont probablement les inspections les plus sévères qui existent et qui ne laissent absolument rien passer des dysfonctionnements. Ce sont les corps qui sont les plus contrôlés. Et je pense qu'il faut aussi le redire, parce que dans ces drames-là, il ne faudrait pas que la charge se retourne contre nos policiers et contre nos gendarmes, parce que vous savez que dans les cas de violence conjugale, quand ils interviennent, ce sont souvent, ils le disent eux-mêmes, les cas les plus risqués. Ce sont les cas les plus difficiles quand ils interviennent sur ce genre de situation, et ils le font. Et ils le font tous les jours, parce qu'on parle d'un drame absolu, mais on ne parle pas de tous ceux qui sont évités par l'intervention, encore une fois, de nos forces de gendarmes, de nos forces de police. Et je pense que c'est important de le rappeler aussi. Vous portez cette semaine à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour rendre inéligibles les auteurs de violences conjugales. Ça fait suite à l'affaire Quatennens. Oui, et on marque vraiment une différence avec le cas absolu extrême dont on vient de parler. Les oppositions vous accusent d'opportunisme, voire de manœuvre politique, de vouloir faire un coup avec cette proposition de loi qui est très ciblée. Que répondez-vous à ces critiques ? Elles sont justifiées ? Déjà qu'encore une fois, quand on est parlementaire, on n'est pas hors de la réalité, on n'est pas hors de l'actualité. Et que c'est normal à un moment quand des faits d'actualité vous percutent. Et si vous voyez qu'il y a des lacunes, qu'il y a des manques dans la législation, notre responsabilité de législateur, c'est de faire quoi ? D'être attentiste ou d'agir ? Si on a les capacités d'agir, il faut agir. Et vous voyez bien que le fait d'actualité que vous avez évoqué, le fait qu'un député ait été condamné pour des faits de violence conjugale, n'a rien, et heureusement, d'anodin. Et que ça a percuté les Français, ça a interrogé les Français. Combien d'entre eux nous ont écrit en disant « Est-ce que c'est normal ?» En fait, ils reviennent comme si de rien n'était, que carrément les députés de son groupe se lèvent pour l'applaudir, l'ovationner. Ça interroge quand même. Et donc, on s'est dit, avec Sacha Houlié, qui est président de la commission des lois, avec les députés de la majorité, est-ce qu'on doit ou pas aller plus loin ? Et la réponse qu'on apporte, elle est une réponse politique et juridique. Et vous le savez, elle est même plus liée en vérité à cette affaire. La loi pénale, elle n'est pas rétroactive. Vous le savez bien. Oui. Donc ça ne s'appliquera pas à lui. Mais ça envoie un signal très clair qui est de dire que oui, il y a un devoir d'exemplarité de ceux qui demain peuvent être élus. Et que, je finis juste sur ça, la proposition de loi qu'on fait, c'est de venir compléter un dispositif qu'on a nous-mêmes créé en 2017 sur une peine complémentaire d'inéligibilité que le juge peut prononcer. Et nous, on l'étend à quel cas ? Des cas de violence conjugale, des cas de violence intrafamiliale sur des enfants, des cas sur des violences racistes, des cas sur des violences antisémites, des cas sur des violences sur des personnes vulnérables ou handicapées. Et parce que je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire entre ces violences. Et expression raciste également. Violence. C'est quand des personnes qui ont été condamnées, on vise un article du Code pénal sur les personnes qui ont été condamnées, sur un quantum de peine qui est donc le même, et qui est de dire que pour toutes ces violences-là, eh bien, c'est légitime de se dire que quand vous avez été condamné, vous n'avez pas le droit demain de vous présenter devant les Français. Un député qui tient des propos racistes. Mais encore une fois, moi je complète un dispositif déjà existant. Très bien. Le dispositif existant, il est sur la question des violences. Parce qu'il y a une gravité des faits quand vous frappez en raison d'une orientation sexuelle, d'une prétendue religion supposée, quand vous frappez votre enfant, quand vous frappez votre femme. Vous imaginez quand même qu'il y a un devoir d'exemplarité de celles et ceux qui se présentent. Et dire aux magistrats, allez-y, prononcer cette peine et démontrer que de coup, nous, en tant qu'élus, évidemment, nous sommes exemplaires. On ne peut pas voter les lois les plus sévères qui soient sur la lutte contre les violences conjugales, sur la lutte contre les violences intrafamiliales, sur la protection des personnes vulnérables et donner le sentiment, encore une fois, de nous être à l'extérieur de ces principes. Et justement, sur la question de l'exemplarité, est-ce que vous attendez à demander d'autres critères pour d'autres délits, d'autres crimes qui élargiraient justement le domaine pour l'inéligibilité des élus ? Jusqu'où doit aller l'exemple ? Je crois que si on adopte cette proposition de loi, on a un dispositif qui est extrêmement solide parce qu'on vient compléter ce qu'on a fait en 2017 sur, encore une fois, des comportements qui sont complètement contraires à l'éthique républicaine qu'on peut exiger, des comportements aussi de fraude, par exemple. On peut s'interroger sur l'exemplarité des élus dans ces cas-là. Et je crois que là, on viendrait compléter. Et à la fin, la seule question qui sera posée mardi dans l'hémicycle, c'est est-ce que oui ou non vous êtes pour l'exemplarité des élus ? Est-ce que oui ou non vous considérez que des personnes condamnées imaginez que pour quelqu'un violence peut répondre non ?
Eh ben, on verra. Une telle question posée comme Déjà, ça. je souhaite que les gens répondent, parce que je pense que quand on est élu, on répond. On vote. On vote pour ou on vote contre. Et ensuite, j'espère que chacun votera en conscience et votera pas en fonction d'objectifs politiques internes à son groupe ou à son parti politique, parce que la seule question posée, c'est celle-ci. Est-ce que quelqu'un condamné pour avoir frappé son enfant, pour avoir frappé son conjoint, pour avoir frappé une personne en situation de handicap, une personne en fonction de son orientation sexuelle ou religieuse, mérite de pouvoir se représenter? Monsieur participera à ce vote. Ben, nous verrons s'il sera là ou pas dans l'hémicycle et nous verrons ce que son groupe fera. Merci Aurore Merci à vous. Berger, merci d'avoir été notre invité, président des députés Renaissance. Je remercie également mes camarades, et évidemment Stéphane Dupont et Mathieu Bocoté, et tous celles et ceux, comme on dit dans la Macronie, qui vous ont accompagné ici dans ce grand rendez-vous.